extrêmement pratique par Anthony Roche, donc à mes côtés, qui est responsable juridique des Hospices civils de Lyon, qui est un juriste en propriété intellectuelle, ce qui est donc fait partie vraiment de la famille, de nos familles de juristes, responsable cellule juridique, mais en charge de la recherche clinique et de l'innovation, et par là, si j'ai bien compris, de la sécurité dans les systèmes. Alors, disons qu'on a... Pardon. Oui, donc, mon équipe, en fait, on s'occupe essentiellement de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, mais également de recherche clinique, parce que le conseil, donc, dans le domaine de la recherche clinique, parce que la direction, dans laquelle je dépends, la direction de la recherche clinique des Hospices civils de Lyon, a la tâche d'être le promoteur, en fait, d'essais cliniques pour le compte des Hospices civils de Lyon. Donc, depuis très longtemps, bien avant le RGPD, on était déjà concerné par toutes ces questions de données personnelles, et aujourd'hui, donc, on est de facto impacté par la sécurité des données, la sécurité de nos traitements, et on s'y affaire là-dessus. Mais donc, mon intervention aujourd'hui, elle est un peu plus large que celle que notre scope habituel. Elle porte en fait sur l'hôpital en lui-même, hein, alors les hôpitaux, les CHU, voilà. Donc sur l'impact et l'importance du système d'information chez nous à l'hôpital. Donc on est conscient aujourd'hui que le patient, que vous êtes, vos familles, vos amis, le patient vit et au cœur d'un univers qui est numérique. C'est-à-dire que la prise en charge du patient, les opérations, le fonctionnement de l'hôpital, tout est numérique. Donc on se doit aujourd'hui en fait d'avoir une sécurité accrue de nos systèmes d'information. C'est pourquoi donc, les hôpitaux se dotent aujourd'hui de quelques années, depuis une dizaine d'années, avec les premières lois et les mesures étatiques visant à renforcer la sécurité de l'information qui a été mise en place, se doit d'avoir une stratégie de protection de leur système d'information. Alors pourquoi? Donc on refait un petit peu l'actualité, hein, mais de nombreuses attaques dans le monde sont portées par les criminels de la cyber, sont portées souvent sur les hôpitaux. Donc on a des exemples, on a eu l'exemple très connu donc, en Angleterre où 17 ou 18 hôpitaux du NIH ont été bloqués par des cyberattaques. On a eu le Presbyterian Hospital qui a également été attaqué et a dû verser des ransomware. Donc c'était 40 bitcoins, donc comparé aux 900 qui étaient demandés. Enfin tout ça pour dire qu'on est, comme tout acteur et comme toute entreprise, on est concerné par tout ce phénomène de la cybersécurité. Donc les enjeux pour nous aujourd'hui, c'est effectivement c'est de réduire le plus les impacts donc en matière stratégique, opérationnelle, humain, juridique, financier et d'image. Le risque stratégique, donc en fait, voilà, il est lié à l'incapacité de l'établissement à s'adapter aux évolutions de l'environnement et des exigences du patient. Le risque opérationnel, il va mettre en jeu toutes les défaillances internes ou externes pouvant avoir de graves conséquences sur le bon fonctionnement de l'établissement. Enfin, le risque, on va dire, le plus important sont les risques liés aux facteurs humains. Donc, ils peuvent toucher potentiellement les patients. Enfin, le risque juridique, donc, qui est primordial et qui, pour nous juristes, est important. Et enfin, un risque financier qui est lié à une perte de revenus, qui est lié potentiellement à des amendes, en fait, tous ces éléments-là. Et puis enfin, le risque, on va dire, pour nous, qui est difficile à quantifier et qui impacte vraiment notre politique, c'est le risque d'image. C'est-à-dire qu'on imagine un hôpital qui est attaqué et où des tas de données patients sortent. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de confier vos données à ce type d'établissement tout en sachant que la sécurité minimale qui est dessus. Donc cette politique du risque, en fait, il faut la réduire, l'éviter, la partager et l'accepter.
afin de protéger toutes les données le patrimoine que nous avons dans notre système d'information. Donc, ce qui est essentiellement la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Alors, au premier chef, on pourrait penser que l'impact le plus important serait finalement une perte de confidentialité des données. Effectivement, c'est au premier abord, oui, si vous avez vos données qui sont visibles par tous, c'est important, c'est sûr. C'est quelque chose que personne n'a envie de les voir. Mais il faut garder en tête que la disponibilité et l'intégrité des données sont un enjeu crucial et important pour les hôpitaux de santé. Parce que le fait qu'on ait des données qui soient pas, où l'intégrité est affectée, ça peut toucher vraiment les éléments fondamentaux de notre pratique, qui est le soin du patient. Donc le but, c'est de rétablir le plus vite possible l'intégrité des données. En sachant bien entendu que la confidentialité des données, c'est très important, mais il faut garder à l'esprit que en pratique, pour nous, pour nos officiers de sécurité, le but, c'est vraiment de remettre en place l'intégrité des données. Donc voilà, quelques exemples. Donc, une indisponibilité de santé, ça peut entraîner la répétition d'un acte, une imprécision, des retards ou des erreurs dans le diagnostic ou le soin, ou ça peut se traduire par la perte de chance pour le patient pour méconnaissance de son contexte et de ses historiques médicaux. Le défaut d'intégrité de données de santé, comme l'altération accidentelle ou illégitime d'un dossier de santé ou du paramétrage d'un équipement biomédical, est susceptible d'entraîner des erreurs médicales, voire un préjudice vital envers le patient. Enfin, un défaut de confidentialité d'un document de santé, comme la divulgation à la famille ou au service d'une société d'assurance ou d'un employeur d'un résultat positif de dépistage d'une tumeur maligne, pourrait porter préjudice au patient, puis par voie de conséquence aux professionnels de santé ou aux responsables de la perte de confidentialité. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération. Enfin, un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est la négligence du personnel dans la protection des données par méconnaissance des risques. Donc je pourrais citer un exemple, c'est notamment un personnel médical qui va utiliser un hébergeur de santé qui n'est pas agréé. Tu connais un peu la thématique. Donc ça fait partie de nous, toute une culture et toute une éducation qu'on doit donner, qu'on doit faire au quotidien. Et je reviens sur le sujet un petit peu plus loin, mais là-dessus, c'est la mise en place de formation et de culture à la sécurité informatique. Parce que les premières personnes à pouvoir affecter la sécurité informatique d'un établissement, c'est aussi son personnel. C'est-à-dire, on en parlait ce matin, mais c'est le mot de passe. Le changement de mot de passe est primordial. C'est le fait de ne pas s'échanger les mots de passe. C'est-à-dire que une personne a un mot de passe, une personne a un accès à un identifiant. Tous ces éléments-là, c'est à prendre en considération et à faire prendre la mesure à notre personnel. C'est également sécuriser les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, tous ces éléments-là rentrent également en considération. Donc, l'État a pris également, donc, ce que je l'ai dit, la mesure de tous ces problèmes de sécurité informatique. Donc, elle a créé, par la loi de 2009, par la loi HPST, donc elle a mis en place la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. C'est une politique qui est mise en place conjointement par la CIP Santé, donc c'est un établissement qui s'occupe en fait de toutes les questions de santé, sur l'interopérabilité et tout ce qui traite au système d'information, mais pas que des établissements de santé, ça touche également les autres acteurs de la santé. Donc c'est mis en place entre la CIP Santé et la NSSI, dont le représentant est plus là ce matin. Donc voilà, je voulais un petit peu vous présenter les enjeux pour nous, les objectifs de la sécurité dans les SIH. Voilà.
Donc je vais un peu revenir sur le corpus légal en fait, des systèmes d'information de santé. Donc c'est la loi en fait 2002-303 du 4 mars 2002, donc la loi de Kouchner, qui a constitué une étape essentielle en consacrant le droit du patient au respect de sa vie privée et au secret de l'information le concernant. Donc ce dernier dispose d'un droit d'accès à ses données de santé. Donc elle a également posé donc, deux principes importants qui sont l'agrément des hébergeurs de données de santé, qui est précisé par le décret du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel. Donc on verra que bon, ce décret a été modifié et aujourd'hui on est en 2017 et on n'est plus sur un agrément, mais on est sur une certification. Ensuite, l'obligation de recourir à la carte de professionnel de santé ou à un dispositif équivalent pour échanger des données de santé à caractère personnel. Donc la loi de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, la loi HPST, donc, est venue confirmer ces principes en la renforçant et en donnant à la CIF Santé le soin de définir les référentiels de sécurité et d'interopérabilité permettant leur mise en œuvre pratique. Enfin, la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, un remplacement de la procédure d'agrément pour une évaluation de conformité technique par un organisme certificateur. Et enfin, le signalement des incidents graves de sécurité, des SIH. C'est-à-dire que, alors, les hôpitaux aujourd'hui, dès lors qu'il y a une faille de sécurité, sont censés signaler à l'ARS les incidents graves de sécurité. Donc ça, c'est une mesure en fait qui découle tout droit du RGPD. Donc on doit, pareil que dans le RGPD, dans les 72 heures, on doit signaler ces incidents graves. On doit également le faire à l'ARS. Donc c'est un double signalement des incidents graves. Ensuite, évidemment, on applique les principes du RGPD en matière de sécurité. Donc, moi, j'ai cité l'article 25, prenant en compte le Privacy by Design et le Privacy by Default. Et dès le départ, dès la mise en place du service, on doit mettre en place les mesures nécessaires à la sécurité. L'article 32 et 33, comme on citait tout à l'heure, donc la sécurité du traitement et la notification de l'autorité de contrôle et d'innovation des données à caractère personnel. Enfin, l'article 34, la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel. Puis l'article 35 sur l'analyse d'impact. Donc aujourd'hui, ça veut dire que quand on met en place un traitement, étant donné qu'on a des données de santé qui sont des données sensibles, on est obligé de mettre en place une analyse d'impact. Donc c'est d'une lourdeur, on peut le dire. Hein. Donc c'est une lourdeur importante. Pour exemple, on a créé récemment une base de données assez importante et l'analyse d'impact a intégré plusieurs personnes, donc des officiers de sécurité, des directeurs d'hôpitaux, des juristes, des ingénieurs, donc 4 ou 5 personnes à plein temps. L'analyse d'impact pour ce traitement-là, qui a une importance grande, a pris en gros 3 semaines, avec des gens à plein temps. Sachant que nous, notre métier, c'est de faire des études cliniques, c'est de traiter des données personnelles en permanence. Et aujourd'hui, donc avec les dernières informations de la CNIL, on pensait que on allait devoir faire ces analyses d'impact sur les principaux traitements les plus importants, ce qui est le cas, il me semble-t-il, en Belgique. Et souvent, il y a une espèce de parallélisme entre la CNIL belge et la CNIL française. Et finalement, ce principe-là n'a pas été retenu et on est censé faire des analyses d'impact pour tous les traitements qu'on a en place. Donc c'est un vaste chantier et il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc tout ça pour dire que c'est des équipes multidisciplinaires forcément qui travaillent là-dessus. Ça ne peut pas être que des juristes. Et enfin, la dernière loi qui nous est applicable, donc on l'a vu ce matin, hein, c'est la directive NIS avec sa loi qui est transposée en droit français, donc la loi du 26 février 2018, qui également, alors nous on est également concernés, les établissements de santé, on est forcément également concernés là-dessus, où on doit également déclarer nos failles de sécurité à la NSSI. Donc ce qui fait en fait
3 déclarations. Il y a une espèce de redondance quand même là-dessus. On verra avec le temps, effectivement, si le bon fonctionnement de tout ça. Donc tout ça pour en revenir à la participation du juriste. Alors voilà, nous c'est notre expérience à nous, hein, les juristes dans le cadre des hospices civils de Lyon. Après il y a d'autres établissements qui sont structurés différemment. Donc nous on va participer effectivement donc, à la rédaction des contrats avec les sous-traitants ou les co-responsables de traitement. Donc c'est une des obligations du RGPD. Donc ça c'est un travail qui est assez colossal hein, parce qu'on doit reprendre depuis en gros depuis 2016 en fait tous les contrats qu'on a mis en place avec nos sous-traitants et ils sont nombreux. Donc ça va être dans le domaine de la recherche, mais également forcément pour mettre en place des recherches, vous faites des marchés publics. Donc vous avez également des fournisseurs avec qui vous devez mettre en place, si ce n'est déjà pas le cas, vous devez mettre en place des clauses qui sont relatives à la sécurité. Donc voilà, c'est pareil, c'est des discussions qui sont quand même assez importantes et assez longues pour savoir où est-ce qu'on met le curseur, sachant qu'aujourd'hui le prestataire est également responsable. Donc ça fait partie de discussions plutôt longues. Et puis bon, alors comme en pratique, comme les gens ne sont pas prêts, ou pas vraiment prêts, et on le voit même avec des grands comptes, et pas forcément des PME, hein, donc voilà, chacun essaye d'imposer ses clauses qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'objet du contrat, et donc c'est des discussions qui sont très longues. Donc on participe également donc, aux études d'impact, donc c'est un travail fastidieux également. Enfin, on a également, nous, une charte informatique hein, aux hospices civils de Lyon, forcément, hein, qui est rédigée, qui est négociée avec voilà, un ensemble de personnes, les RH, les responsables du système d'information. Et enfin, on fait de la sensibilisation aux opérationnels. Voilà, on a des espèces de logiciels avec un parcours du système de sécurité dessus. Bon, c'est des questions très simples, hein, c'est basique, hein, mais ça fait partie aujourd'hui de ce qui est mis en place pour renforcer la sécurité de l'établissement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je disais sur la protection du système d'information dans les hospices civils de Lyon. Je te remercie beaucoup parce que je crois que c'est vraiment intéressant de voir que par rapport à tout ce qui nous a été expliqué ce matin, par exemple, mais c'est qu'un exemple par Nancy, c'est pas quelque chose de théorique et face à tout cela, ça demande un énorme travail de la part des équipes qui sont dans des établissements très importants tels que donc, les hôpitaux lyonnais, les hospices civils de Lyon, et je crois que c'est vraiment l'esprit de la journée et du public qui est réuni ici. Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est que tout ça ne peut être mis en place que par des équipes pluridisciplinaires. Et c'est vraiment la spécificité de notre matière. Il est absolument impossible, et je pense que c'est quelque chose qui va aller croissant, que les juristes et les personnes des services informatiques et des autres services, parce que les services informatiques aujourd'hui c'est quelque chose qui là aussi peut se subdiviser. Il y a ceux qui s'occupent des réseaux, il y a ceux qui s'occupent du web, il y a ceux qui s'occupent du développement, il y a ceux qui s'occupent purement de la sécurité informatique comme les RSSI, et il est absolument impossible d'avancer dans ces matières sans travailler les uns les autres, et travailler les uns les autres, ça c'est évident, c'est chercher à se comprendre, c'est chercher à comprendre ce que font les autres et arriver à dialoguer, à trouver un langage commun. C'est un peu l'esprit de ce qui nous réunit aujourd'hui. Je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage en retour.